je vous invite donc à prendre place. Il n'y a pas de plan de table. Bonjour. Eh bien, je salue tout le monde. Bonjour, bonjour Andréane. Bonjour Luciana. Alors Luciana nous vient, mais oui, directement du Brésil. Oui, oui. Exactement, elle était dans l'avion cette nuit, donc j'espère que le décalage horaire n'est pas trop dur. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être présentes. Donc, notre deuxième et donc nouvelle table ronde, ensemble nous allons questionner la notion de désirabilité et de durabilité. Ce qu'on voit émerger déjà aujourd'hui, c'est des produits responsables qui deviennent désirables, parfois iconiques, et puis des marques qui transforment les usages, non pas par l'injonction, mais par l'envie. J'ai le plaisir d'être entourée. Je vais vous présenter mon panel. Hélène Valade, vous êtes directrice développement environnement pour LVMH. Barbara Bresson-Susfeld, vous êtes directrice RSE pour L'Oréal. Andréane Lemieux, vous êtes Sustainability Director pour l'Institut français de la mode, donc l'IFM. Et enfin, Luciana, qui nous vient donc du Brésil. Luciana Breifman, vous êtes CEO de Time to Act. Je précise juste que Time to Act, c'est une société transmédia qui est dédiée à la création de contenus digitaux au service du changement social. Et on va commencer tout de suite par une entrée, on va dire, culturelle et sensible avec vous, Luciana. Vous avez publié, enfin, vous avez lancé un documentaire qui s'appelle « La mode sous influence ». Et l'ouverture du documentaire commence par une question assez forte qui est la suivante. Sommes-nous prêts à changer notre rapport aux vêtements pour changer notre rapport au vivant ? À quel moment est-ce que vous avez compris que le cœur du problème, il n'était pas uniquement industriel ou environnemental, mais profondément culturel ? Bonjour. Merci pour m'inviter d'être ici avec vous. Alors, quand j'ai fait le film, le documentaire, j'ai fait des recherches, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes et je découvrir qu'ils ne savaient pas comment les vêtements sont faits, où les vêtements sont faits. Beaucoup de personnes pensaient que les vêtements sont faits, fabriqués le dernier de la boutique. Ils n'avaient quoi d'idée. Ils achetaient seulement pour les prix et le style. Et je pense qu'il doit être très important de faire un documentaire pour enseigner, éduquer sur les questions de la mode. Et ce qui se passe, c'est que la mode devient très identitaire. Et des personnes, quand ils portent un vêtement, ils font un statement. C'est un message de leur valeur et de leur style de vie. Et c'est ça que je pense que c'est très important de communiquer, de les marques, de communiquer le storytelling. Aussi le valeur, le style de vie, l'identité de la marque, pour parler avec le consommateur et se connecter émotionnellement avec la personne. Merci beaucoup. Alors, Andréane, je sais que ces propos vous parlent, puisque à l'IFM, vous avez développé le concept de durabilité émotionnelle, ce qui attise forcément notre curiosité. De quoi s'agit-il exactement et pourquoi est-ce que ce concept il vous semble aujourd'hui central pour transformer les usages ? Oui, tout à fait. Merci Caroline. Merci de m'avoir conviée à cette table ronde aussi. Effectivement, lorsqu'on parle de durabilité émotionnelle à l'IFM, pour nous, c'est un vrai angle mort des stratégies actuelles de transformation. En fait, toutes nos recherches démontrent que les vêtements sont jetés, pas parce qu'ils sont usés, en fait, mais parce qu'ils perdent en pertinence, en désirabilité, en sens. Et en fait, si on continue à faire des vêtements que ultra durables physiquement,
on va que aggraver en fait la situation de la crise textile mondiale, c'est-à-dire qu'on va mettre sur le marché des vêtements qui vont durer dans le temps des décennies, mais ils ne seront pas utilisés, ils seront jetés et donc ils vont alimenter des décharges illégales, des plages remplies de vêtements en hémisphère sud que j'ai moi-même été témoin dans les dernières années dans le cadre de mes recherches. Et donc, on a aujourd'hui des outils qui mesurent la performance de durabilité physique de ces vêtements. On a des normes ISO, on a des tests, les analyses de cycle de vie, le PFCR au niveau européen, mais on n'a pas l'équivalent qui mesure ces forces émotionnelles, sociales, culturelles, symboliques et même sensorielles qui vraiment influencent le fait qu'on va garder, qu'on va chérir, qu'on va réparer un vêtement. Et c'est tout l'objet de nos recherches aujourd'hui parce que, en fait, c'est ce qu'on veut, on veut développer. On veut recréer cette relation aux vêtements parce qu'on jette des vêtements qui sont intacts, mais la relation, elle n'est plus là. Et donc, c'est tout l'objet de nos recherches aujourd'hui, soutenues par l'ensemble des fédérations de la mode en France. J'ai toute une équipe de recherche qui travaille à développer un outil de mesure pour mesurer cette durabilité émotionnelle, ces forces qui nous poussent à garder le vêtement, à donner du sens à la mode. Et voilà, donc on avance sur ce sujet. Il nous est clé pour nous dans la transformation pour vraiment opérer une transformation de la mode, d'une mode jetable aujourd'hui vers une mode durable que l'on chérit. Parce qu'en fait, on ne jettera pas quelque chose qui fait sens pour nous. Et on arrive directement au rôle des marques. Barbara, Hélène, est-ce que cette notion de durabilité émotionnelle, elle vous parle? Et concrètement, dans vos univers respectifs, à quelles conditions le durable devient-il... à quelles conditions le durable devient-il réellement désirable pour le consommateur? On commence par vous, Barbara. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Alors, nous, la première condition pour être désirable, c'est un produit performant et de qualité. Et ça, c'est non négociable. Et je dirais que ce soit aussi une qualité émotionnelle, bien sûr, mais ça, c'est non négociable. Ce qui est assez intéressant, je trouve, au sein du groupe L'Oréal, c'est que nous avons une force de frappe très grande, puisque nous avons à la fois des produits de luxe et des produits très accessibles. Et donc ça, c'est aussi le deuxième point qui nous est cher, c'est que quand on parle de désirabilité, nous, on veut que cette désirabilité, elle soit accessible à tous. C'est-à-dire que la transformation, on en est absolument convaincus. Nous sommes, nous, en France, L'Oréal France, dans la salle de bain de 44 millions de Français. Si vous fermez les yeux 2 secondes et vous vous dites « qu'est-ce que j'ai dans ma salle de bain ?», vous allez peut-être voir que vous avez tous, sans doute, peut-être une douche Cadom, un shampoing Ushuaïa, mais vous avez aussi sur votre table de nuit, alors c'est plus tout à fait votre salle de bain, on vous envahit un peu, mais un parfum, La Vie est belle ou un parfum Yves Saint Laurent. Donc en fait, cette responsabilité, on la porte, on en est très conscient. Mais on veut que cette désirabilité, c'est-à-dire le plaisir d'utiliser nos produits, le plaisir de les manipuler, le plaisir de les sentir, le plaisir de les utiliser, il soit accessible à tous. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a un élément essentiel de cette désirabilité qui est l'innovation. C'est-à-dire qu'on a le devoir d'innover et de pouvoir vous proposer à nos consommateurs des produits qui, tout en étant plus durables, et en étant plus durables, c'est-à-dire en allégeant nos packaging, en incorporant des ingrédients toujours plus biosourcés, issus de sources durables, en proposant des recharges sur quasiment toutes nos catégories au jour d'aujourd'hui, on sera amené à en reparler. On vous invite à toujours avoir le plaisir d'utiliser ces produits, mais dans des gestes nouveaux qui vous permettent quand même d'être faciles au quotidien. Et beaucoup plus durable. Et quand on fait ça, on améliore aussi la performance et la qualité de nos produits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un produit durable et désirable, il est tout au long de son cycle de vie. Donc ce n'est pas seulement au moment où on a le plaisir de l'utiliser, mais c'est aussi de pouvoir en assurer la circularité et la durabilité. Donc ça, c'est des points qui sont, je dirais, les conditions absolument essentielles de ce qu'on fait. Et cette innovation, on l'apporte à travers nos packaging, à travers nos formules. On l'apporte aussi à travers nos processus de production. Quand on travaille sur nos chaînes de valeur et qu'on travaille avec nos partenaires, notamment sur des processus d'agriculture régénérative pour nos ingrédients, ou qu'on veut sortir de la pétrochimie pour nos packaging et passer par exemple sur du recyclé sur nos matériaux, c'est aussi en fait de l'innovation qui concourt à la désirabilité, puisque notre enjeu,
c'est que demain, quand vous allez acheter une recharge La Vie est belle, vous ayez autant de plaisir à recharger ce flacon qui est très beau et que vous avez plaisir à conserver, mais que vous trouvez aussi facile à recharger et qui soit en plus accessible et plus accessible même en termes de prix, puisqu'il faut bien en parler aussi. Pour l'accessibilité à tous, il faut aussi que les gens puissent continuer à se faire plaisir. Donc c'est les éléments, je dirais, essentiels pour nous de cette désirabilité, et on travaille donc à cette innovation tous les jours et avec tous nos collaborateurs. Merci beaucoup à Barbara. Alors, Hélène Valade, quand on est un grand groupe comme LVMH avec les différentes activités qu'on connaît et vos différentes maisons, même question, à quelles conditions le durable devient-il réellement désirable pour vos consommateurs et consommatrices ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là avec autant de femmes sur scène. Je ne vais pas répéter ce qu'elles ont dit parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je répondrai par deux choses à votre question. Le durable désirable, c'est d'abord à l'intérieur de nos maisons, les acheteurs, les industriels. Il faut que le durable pour eux, ça soit désirable pour qu'ils aient envie de fabriquer autrement, d'acheter les matières qui vont bien, etc. Donc c'est vraiment un sujet de transformation et il faut que cette transformation elle soit rendue désirable. Donc il y a plein de choses autour de la formation, de l'entraînement des équipes, mais aussi la réalité industrielle d'avoir les bons outils pour fabriquer à partir de la matière recyclée, par exemple, parce que ça ne marche pas comme avec de la matière vierge. Donc voilà, donc il y a un gros vraiment travail de rendre, de donner envie de fabriquer autrement. Et puis après, la seconde réponse à votre question, c'est que tout simplement, il faut que le durable soit beau. Parce que si on ne retrouve pas cette notion de beauté dans les produits issus de processus de durabilité, alors on a vraiment un problème. Et donc, moi, je pense que l'alliance entre l'art, la créativité et la durabilité, elle est essentielle, elle est vraiment au cœur de ce que nous faisons chez LVMH. Je me suis permis de vous donner deux exemples, parce que je trouve que c'est bien de voir les choses en vrai. Vous voyez ce sac-là, c'est un sac d'une marque qui s'appelle Loewe, qui est une maison à l'intérieur du groupe LVMH, et ce sont des chutes de cuir qui ont donc été réutilisées et qui ont été tissées par des artisans espagnols. Alors, on peut aimer ou pas aimer. Moi, je considère que c'est beau, c'est mon sac à main à moi. Donc, bon. Ça, c'est dans l'activité mode et maroquinerie de LVMH. Sachez aussi qu'on peut faire des choses dont il faut qu'on montre la beauté lorsque l'on recycle, upcycle un certain nombre de vêtements, que ce soit des invendus, que ce soit des tissus endormis dans nos ateliers. On a eu la chance la semaine dernière, et je vous incite, si vous avez 2 secondes et si vous êtes un peu curieux, à aller voir le défilé de Kevin Germanier, qui est un jeune designer qui a conclu la semaine de la haute couture, qui était donc dans l'agenda officiel, et dont le défilé n'était qu'avec de l'upcycling, et c'était remarquablement beau. Ça donnait en tout cas envie d'acheter des choses de nature un peu différente. Et puis, comme vous l'avez dit, on n'a pas que le secteur mode et maroquinerie chez LVMH, mais aussi celui de la parfumerie, des cosmétiques. Là aussi, une recharge, il faut qu'elle soit belle. Vous voyez, une maison comme Guerlain a conduit un partenariat avec Bernardo pour faire des supports qu'on peut garder. Voilà. Et dans lesquels on met des recharges, celle-ci en cellulose, 80% de cellulose, pour l'orchidée impériale de Guerlain. Et derrière, il y a du travail pour aller jusqu'à protéger l'orchidée, notamment en Asie, parce que c'est toute une manière de produire qui est très différente. Et dernier exemple, parce que j'y tiens également beaucoup, même si dans un premier regard, il peut paraître moins désirable, mais tout de même, c'est tous les efforts que nous sommes en train de faire pour rendre désirable justement l'affichage environnemental et pour donner envie à nos clients, à nos consommateurs, lorsqu'ils voient l'origine du produit, son impact sur la biodiversité, sur l'environnement, son impact aussi en termes d'emploi, eh bien, ce type de données différentes de celles que nous avions auparavant, il faut qu'elles soient elles-mêmes désirables pour qu'elles donnent envie de rentrer différemment dans un produit, aller chercher le patrimoine qu'il y a derrière, son histoire, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on positionne cette fameuse réglementation sur l'affichage environnemental de nos produits.
Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre. Vous parliez de beau, de design, etc. J'aimerais justement qu'on évoque ces sujets de design et de la création. Est-ce que, au final, la contrainte, si je peux le dire en ces termes environnementaux, freine la créativité ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ça peut être source de créativité? Peut-être, je vais commencer par vous deux, Andréane et Luciana. Luciana, notamment dans le cadre de votre documentaire, vous avez rencontré différents acteurs. Je sais que vous avez notamment rencontré des jeunes créateurs, des petits créateurs. Comment est-ce que cette question de rendre la mode désirable, ils l'appréhendent? Comment est-ce que ça vient nourrir leur créativité? Je pense que les créateurs indépendants, ils ont la capacité de se connecter avec le zeitgeist. Mais ils ont besoin de la grande marque, par exemple, pour porter ces intentions à une grande échelle et pour faire un impact systématique. C'est très important, c'est ça que je pense. Je pense aussi que le jeune, il veut que la marque c'est être honnête. Et nous ne pouvons pas faire de greenwashing. Alors, c'est très important d'avoir cette connexion émotionnelle. Quand la marque est honnête, il a dit, c'est impossible d'être 100% durable. C'est impossible. Alors, mais si la marque devant avoir un plan, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Mais à long terme, je vais faire ça. Et raconter l'histoire, parce que les personnes, les consommateurs, ils préféreront une chose qui n'est pas parfaite, mais il n'est pas vide. C'est de commencer, en effet, avant même la créativité, de commencer dans la posture d'avoir une démarche sincère et de s'interroger aussi sur la manière de raconter quelque part cette créativité jusqu'au produit final. Andréane, c'est intéressant parce qu'avec l'IFM, justement, dans votre approche pédagogique de formation avec les étudiants, comment est-ce que vous appréhendez ce sujet de la créativité? Alors tout d'abord, moi je ne parle pas de contraintes, mais d'opportunités. Pour moi, c'est une réelle opportunité de créativité pour les étudiants et ça, ils l'embrassent complètement. Après, il est vrai que nous, on travaille beaucoup sur l'expérientiel. On a une approche pédagogique expérientielle. On leur fait vivre beaucoup de choses et c'est les amener à créer différemment. En fait, c'est pas créer moins, c'est créer différemment. C'est créer par le sens de l'ergonomie, le confort, la diversité des matériaux, qu'ils soient recyclés ou issus de nouvelles sources. C'est d'avoir une approche aussi à impact, c'est-à-dire, je parle beaucoup de design to cost aussi, et de les amener à des réflexions. En fait, les ressources, on n'en aura peut-être plus beaucoup. Et comment on fait pour optimiser la consommation en matière? Comment on fait pour améliorer les assemblages? Comment on fait pour que le produit que tu vas créer, qu'il soit évidemment désirable parce que c'est au cœur de notre sujet, mais comment on peut le créer pour qu'il puisse devenir autre chose demain ou servir à différents usages? Et tout ça, en fait, c'est de les alimenter et par le terrain, par des visites. J'ai amené des étudiants dans des élevages de moutons avec des pratiques régénératives. Et tout ça, en fait, leur donne un regard nouveau, d'abord, à la création, leur ouvre les esprits. Et donc, évidemment, il y a des notions un peu techniques qu'on doit leur transmettre, c'est notre mission. Et on croit fondamentalement que si on fait bien notre mission, en fait, on aura des acteurs du changement dès maintenant et demain, quand ils intégreront des belles maisons et des beaux groupes. Donc, et là, on pourra accélérer encore plus la transformation, parce que comme le disait Hélène, en fait, ça doit passer aussi par l'intérieur, par rendre cette transformation aussi désirable. Et donc, c'est vraiment ce que l'on travaille à faire sur le plan de la création. Et aussi, je rebondis sur ces nouveaux narratifs, en fait, ces nouvelles données, parce qu'on a des designers à l'IFM, mais on a aussi des managers et des acteurs du savoir-faire.
C'est comment, en fait, quel regard il porte sur ces nouveaux narratifs. Et ça, on explore beaucoup avec les étudiants aussi sur comment rendre désirables ces nouveaux narratifs, comment on peut utiliser ces nouvelles réglementations comme le passeport produit digital, le Digital Product Passport, qui sera obligatoire et qui est un accélérateur de la mise en œuvre de la traçabilité sur nos chaînes de valeur, certes, mais comment on fait pour utiliser finalement c'est peut-être ces contraintes, mais les transformer en opportunités pour créer de l'expérience pour le consommateur, pour l'accompagner dans ces nouvelles pratiques, ces nouveaux comportements que l'on souhaite faire en sorte, que l'on souhaite pousser pour que justement cette longévité produit ou longévité des ressources, comment on fait pour garder en circulation plus longtemps, puisse se faire sur l'ensemble de la population. C'est intéressant parce que ça change quelque part l'approche, encore une fois, créative, en partant d'une contrainte qui n'est pas une contrainte, qui est une opportunité, comme vous le soulignez, pour penser le produit différemment. Hélène, vous avez déjà commencé à évoquer ce sujet du design et de la beauté. Comment est-ce que concrètement aujourd'hui, au sein de vos différentes maisons, les équipes peut-être qui sont plus spécifiquement sur les sujets de design et innovation appréhendent, peut-être avec une nouvelle approche, ces sujets ? Nous, on a des personnes très importantes dans nos maisons qui sont les designers, dans la partie fashion, on a les nez dans la partie parfum et cosmétiques, on a des goûteurs dans la partie vin et spiritueux, et donc c'est cette population-là qu'il faut, c'est ces personnalités-là qu'il faut aller intéresser à partir d'autres choses, d'autres matières. Comment les matières recyclées, les matières issues de l'agriculture régénératrice, les matières biosourcées, peuvent, les chutes, peuvent devenir des sources d'inspiration. Et moi, je reste très modeste là-dessus, comme vous, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce que je constate quand même en 5 ans, c'est qu'il y a un début d'inversion, justement, de ce que certains appellent le processus créatif. C'est-à-dire, le processus créatif, c'était traditionnellement partir d'une idée extraordinaire. Voilà, moi, j'ai le design d'un truc, d'un sac, etc. Et puis, apportez-moi la matière pour que je la réalise. Et c'était l'idée qui primait par rapport aux matières qui étaient utilisées, dès lors que ces matières étaient magnifiques, excellentes, etc. Mais on ne s'interrogeait pas sur d'où elles venaient, sur ce qu'il avait fallu faire pour les extraire, etc. Et donc, créer cette sensibilité d'un designer entre le produit et les choses qu'il y a derrière, les champs de coton, les champs de moutons, etc., pour bien leur faire comprendre qu'au fond, tous ces objets-là ont une interdépendance avec la nature totale. Là, on accomplit un grand pas, me semble-t-il, et du coup, il faut aller vers eux en leur proposant des nouveaux matériaux. Donc nous, on a installé dans un certain nombre d'ateliers de production, que ça soit en parfum et cosmétique ou en mode et maroquinerie, ce qu'on appelle les ateliers matières, où on invite les studios, les designers, leurs équipes, à voir d'autres choses pour que ça les inspire. Voilà, c'est ce que j'appelle inversion du processus créatif, et ça crée du coup des choses assez incroyables. Par exemple, en montre et joaillerie, on a décidé d'utiliser vraiment comme argument à la fois marketing et de désirabilité le fait qu'on soit en capacité de tracer l'or utilisé complètement. Alors, on n'est pas tous des spécialistes de ça, mais vous savez qu'intuitivement, l'or, il passe par des affineurs, et donc du coup, il est fondu et on ne peut plus savoir d'où il vient. Bon, c'est un problème quand même, parce que c'est bien de savoir, de maîtriser la provenance. Et donc, on a fait une ligne directe entre une mine dont on s'est assuré qu'elle était exploitée de manière extrêmement responsable, y compris sur un plan social et sociétal. Et on a conclu des partenariats avec l'affineur pour que ça soit l'or qui était ainsi sourcé, qui soit bien traité dans l'affinerie. Et c'est cet or-là qu'on a utilisé pour le bi de Chaumet, qui est un pendentif en or 100% total, enfin traçable, maîtrisé. Voilà. Et donc ça devient cette traçabilité. Pourtant, on n'espérait pas ça il y a 5 ans. Ces chiffres, ces trucs, on se disait, mon Dieu, comment on va faire pour y arriver ? Eh bien, même cette traçabilité devient une source d'inspiration.
Merci beaucoup Barbara. Même question sur le sujet. Alors, il y a plusieurs thèmes. Évidemment, il y a le sujet des formules, il y a le sujet du packaging et différentes typologies de produits. Comment est-ce que vous appréhendez cette question du design ? Il y a des choses qui se répondent, donc je vais répondre un peu en plus de ce qui s'est dit. Évidemment, on travaille sur la traçabilité de nos ressources et je dirais que je voudrais juste donner un tout petit peu de perspective, et c'est pas du tout pour faire la course par rapport aux autres, mais nous, on a commencé en fait il y a 30 ans notre démarche d'investissement sur la durabilité. On a créé le premier laboratoire de recherche environnementale en France en 1995, donc c'était il y a 30 ans. Il y a plus de 20 ans, on a pris des engagements sur l'ensemble de nos sites de production pour réduire nos émissions. Aujourd'hui, notre scope 1 et 2, c'est moins de 0,2% de nos émissions. On est déjà en Europe 100% d'énergie renouvelable sur l'ensemble de nos sites. On a différents autres engagements industriels. J'en parlerai dans une autre table ronde demain, je crois, sur l'industrie. Mais ce qui est important de le voir, c'est qu'en fait, on a quand même fondamentalement intégré cette donnée dans nos façons de faire et dans nos façons de travailler chez L'Oréal. Et donc, bien sûr, il y a toujours des contraintes. Mais en fait, il y a des contraintes pour tout, même pour ce qui n'est pas durable. En fait, quand on veut faire quelque chose de beau et d'utile et de pratique et de plaisir, vous avez du plaisir à l'utiliser. Donc aujourd'hui, je pense que plus personne se pose la question et je pense qu'on en est là. Tous nos collaborateurs sont formés, c'est complètement intégré dans les formations des métiers, c'est-à-dire qu'on n'a pas des formations à côté RSE ou de sourcing durable. On a les achats chez L'Oréal sont faits de façon durable. Point à la ligne. Donc du coup, ça c'est quand même une très grande force qui a pris du temps. On a des programmes de transformation depuis plus de 10 ans formalisés. Aujourd'hui, il s'appelle L'Oréal pour le futur. En 2013, le premier c'était Partons la beauté avec tous. Donc l'innovation, évidemment, elle est liée. C'est pour nous dans notre ADN et c'est une source de progrès et d'opportunités. Après, ce que je veux juste te dire, c'est plus sur la partie communication. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup du produit et de tous nos engagements sur alléger nos packaging, nos ingrédients plus durables. Mais c'est aussi très important, et là aussi, je parle en tant que grand annonceur et d'entreprise qui a une voix et qui la porte auprès donc, de ses consommateurs. Et je vais prendre l'exemple, pour tirer le fil rouge sur la recharge parfum et la recharge dans le monde du luxe. Quand vous avez et quand on communique et qu'on met en avant de grandes égéries mondiales qui parlent à plusieurs générations et notamment aux jeunes dont on parlait tout à l'heure qui ne sont pas forcément toujours conscients des chaînes de valeur et que vous avez Dua Lipa ou Emma Watson ou même encore, alors pour un peu plus vieux, Eva Longoria qui rechargent leurs produits. Donc Dua, elle va recharger Libre d'Yves Saint Laurent, Emma, elle va recharger Prada. Et en fait, elles rendent ce geste cool, sympa, trendy. Et ça va bénéficier à ce geste pour tout le monde. C'est-à-dire que aussi, un consommateur qui va trouver ça sympa et trendy, il va se dire, ah bah tiens, je vais aussi aller recharger ma douche. Je vais aussi aller recharger mon shampoing. Je vais aussi aller recharger ma crème de soin. Puisqu'aujourd'hui, ces recharges sont disponibles. Et donc souvent, les gens n'y pensent pas parce que c'est aussi transformer les habitudes. Donc il y a une grande responsabilité. C'est aussi une part d'innovation et importante et d'opportunité là-dessus. C'est aussi dans la communication et de la façon dont on véhicule ces messages, les rendre accessibles, compréhensibles par nos consommateurs, parce qu'on veut tous changer nos habitudes et on sait tous que c'est pas facile. Donc y contribuer aussi à travers la communication et les engagements des marques dans la voix des marques, la voix qu'elles ont, en dehors de la création et de la désirabilité des produits qu'elles proposent, c'est aussi quelque chose qui concourt à ce dont parlent aussi mes partenaires aujourd'hui. Et on comprend bien la notion de responsabilité aussi, de devoir d'exemplarité, quand on est un grand groupe comme L'Oréal, et puis d'embarquer par l'exemple avec des figures qui ont des voix et de l'audience, comme vous l'évoquiez. J'aimerais qu'on s'intéresse au sujet de la coopération et des partenariats qui est absolument essentiel, que ce soit entre marques, maisons, fournisseurs, parfois même concurrents, vous allez nous en parler. Luciana, je commence par vous. Sur le secteur de la mode ou de ce que vous avez pu voir par ailleurs, pourquoi est-ce que c'est important de travailler ensemble pour réussir à répondre aux enjeux qu'on connaît ? Je pense que quand les grandes marques et les créateurs indépendants et les marques qui ne sont pas très grands travaillent ensemble, le message, ça va être plus crédible. Et c'est ça que c'est nécessaire, de travailler ensemble. Et
c'est la façon que nous pouvons changer nos habitudes. Nous pouvons communiquer l'importance d'être durable, éthique et le respect de la vivant. C'est très important. Et c'est ça que je pense que c'est très important de travailler ensemble et de communiquer tous les changements positifs et communiquer la solution. Parce que les jeunes ne veulent pas les choses négatives. Nous avons beaucoup de solutions, mais nous avons besoin beaucoup de technologie pour faire la transition. Et c'est petit à petit. Mais je pense qu'avec la communication honnête, travaillant ensemble, la crédibilité sera plus grande, plus effective. Pardon mon français. Non, c'est très bien. Et donc, en rebond, en effet, des propos de Barbara, vous aussi, pour vous, c'est important de s'allier sur un sujet de communication et de transparence de l'information et de ce qui est fait. Absolument. Je pense que la transparence, la traçabilité, c'est essentiel. J'aime si personne pouvoir voir ces étiquettes de ce vêtement et savoir tout ce qui était là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très toxiques, et spécialement quand nous parlons de la mode ultra fast fashion et fast fashion. Alors, mais il réussit avec la communication. Il utilisait le TikTok, il testait le vêtement. Et alors, je pense que les grandes marques et les créateurs indépendants doivent utiliser aussi ce type de communication pour parler avec plus de personnes, comme Hélène parlait, que la Dua Lipa, ils sont la façon que nous pouvons parler avec toutes les personnes et faire être durable, être éthique, cool. C'est vrai que c'est une forme de coopération, de s'allier aussi avec des personnes d'influence pour passer ces messages-là. Côté IFM, comment est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec votre écosystème justement dans une logique de coopération et de partenariat pour répondre à ces sujets ? Absolument, puisque l'on est convaincu que la transformation qu'on doit opérer est systémique, en fait. Et souvent, je le dis à mes étudiants aussi, c'est pour moi un tiers de la responsabilité. Un tiers, on a besoin des lois, on a besoin des législations, on doit avoir ce cadre, il est essentiel. Mais pour pouvoir les formaliser, les mettre en œuvre, le secteur privé doit collaborer avec ces régulateurs, mais doit aussi se transformer en interne. Et là, on a de très beaux exemples qui viennent d'être cités. Donc, transformer ces pratiques, le secteur privé a aussi cette responsabilité de faire évoluer ses modes de fonctionnement en interne. Quand on parle, les achats sont durables, point à la ligne. Enfin, c'est clair, quoi. Et puis après, le troisième tiers, en fait, c'est le citoyen. Là, je vois personne de tout nu aujourd'hui, ce matin. Et puis, tant mieux, parce que je vois plein de personnalités. Et on fait tous des choix. On fait tous des choix sur nos modes de consommation. Et là, c'est au-delà de la mode, évidemment, mais pour le vêtement. Et Luciana le disait, on s'exprime par comment on s'habille. Et là, de demander cette sincérité aux marques, de faire nos choix, de poser la question, de se retourner vers des pratiques de réparation, de seconde main, d'upcycling, d'utiliser soi-même aussi sa créativité. On en a besoin. Et donc, c'est tout cet écosystème, finalement, du consommateur, du citoyen, de la transformation du secteur privé et d'un point de vue d'expertise, on doit s'ouvrir aussi. On est face à des nouveaux phénomènes, donc il y a des expertises. Moi, maintenant, sur la durabilité émotionnelle, je travaille à la fois avec des neuroscientifiques, des psychologues, des anthropologues, des designers, et c'est magique parce qu'on se retrouve ensemble et on parle de normes sociales et de communauté, comment on fait pour mesurer ça dans son influence sur le vêtement. Et ça, c'est essentiel de s'ouvrir et de travailler ensemble. Voilà, et de travailler ensemble pour opérer cette transformation qui est évidemment clé pour demain.
Barbara, Hélène, peut-être Barbara pour commencer, comment est-ce que... Deux exemples très rapides. Nous, on a deux choses. Donc, vous avez compris qu'on parlait bien de l'ensemble de la chaîne de valeur, évidemment. Deux choses. Nous, je vais parler de deux stratégies parmi d'autres, mais qui me paraissent intéressantes. Vis-à-vis de nos fournisseurs, on a une logique. Évidemment, nos fournisseurs contribuent énormément à notre transition, puisqu'ils nous apportent, je dirais, leur façon de faire quand on travaille avec eux. Donc nous, on a une stratégie avec des fonds en fait, d'investissement. On a décidé de se donner la possibilité de pouvoir investir auprès de nos fournisseurs quand ils viennent vers nous avec une innovation durable ou une innovation qui peut vraiment contribuer à la durabilité ou des produits ou de nos process ou de nos ingrédients, enfin on peut pas, sur tous les éléments de la chaîne. Et bien en fait, on va se donner les moyens. On a un fonds qui s'appelle le fonds Solstice, qui est doté de 50 millions d'euros, et on va se donner les moyens avec eux de pouvoir investir dans la solution pour l'accélérer et la développer. Et on a très récemment créé un nouveau fonds qui est encore plus gros, de 100 millions d'euros, qui s'appelle l'accélérateur, où là, on va aller chercher des projets qui sont déjà au stade du développement, donc qui sont prêts à être, je dirais, à l'échelle. Et on a une thèse d'atterrissage dans 5 ans, donc c'est quelque chose vraiment pour accélérer. Ou pareil, là, c'est moins avec les fournisseurs, mais c'est plus tout notre écosystème d'innovation pour pouvoir pousser et accélérer des solutions. Donc c'est à la fois sur du packaging, on a 13 startups là, qui sont dans le premier round, et c'est à la fois sur des pratiques plus régénératives d'agriculture, sur du packaging durable, biosourcé, ou sur... Donc ça, c'est une première partie de la stratégie où vraiment on agit en amont de notre chaîne de valeur. Et après, en aval, et là je vais revenir sur la transparence, et on a besoin d'engager nos consommateurs. Et quand vous disiez on discutait avec nos concurrents et qu'on travaillait avec eux, et on le fait évidemment en tout respect de la loi et des règles anti-concurrence, je le précise, mais en fait on s'est associé à plus de 70 grands noms de la beauté, dont LVMH d'ailleurs fait partie, pour créer un score environnemental de la beauté qu'on a appelé l'Eco Beauty Score, en se disant que les gens connaissaient déjà le Nutri-Score par exemple, et que donc on allait faire quelque chose de comparable pour la lecture du consommateur. Et cet Eco Beauty Score, il s'appuie vraiment sur l'analyse de cycle de vie et la méthodologie européenne. Donc, et la volonté, c'est d'en faire vraiment une méthodologie de référence pour que, quand vous achetiez demain vos produits de beauté, vous ayez la visibilité et la transparence de l'empreinte environnementale de ce produit. Il est déjà existant, cet Eco Beauty Score, il est en test dans un certain nombre de marques. Vous pouvez le trouver, nous, sur nos sites de marques, comme des marques comme L'Oréal Paris ou Garnier, par exemple, et il est en train de s'étendre. Mais c'est un élément important, parce que là, c'est toute une industrie qui a vraiment fait acte de leadership et de transparence en se disant, mais en fait, on a besoin de donner cette information, nos consommateurs nous le demandent. Et nous, aujourd'hui, on est aussi prêts à le partager, et on a maintenant les traçabilités, les éléments d'information qui nous permettent de l'expliquer aussi plus simplement, parce que l'un des enjeux qu'on a aussi, c'est de rendre les choses compréhensibles pour vous tous, parce que c'est pas toujours facile de comprendre ce côté systémique de cette durabilité. Merci pour ces exemples concrets. Même question, est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous partager, Hélène, pour comprendre comment est-ce que vous opérez la coopération? Les alliances, elles sont absolument nécessaires parce que les enjeux sont tels qu'il faut avoir la modestie de se dire qu'on n'y arrivera pas tout seul. C'est aussi simple que ça. Quand Bernard Arnault a créé la direction environnement du groupe LVMH en 1992, l'année du sommet de Rio, il avait eu vite cette intuition que le partenariat déjà avec les scientifiques était absolument nécessaire. Et donc, c'est vraiment les premiers exemples moi, que j'ai envie de donner, c'est que tout ça doit être fondé sur la science. Et donc, il faut aller chercher des partenariats robustes avec les scientifiques. Et puis, après, c'est en effet travailler avec les fournisseurs qui sont le scope 3 de groupes comme les nôtres, mais ce n'est pas simplement aller faire de l'innovation avec eux, c'est aussi contribuer à leur formation, à réduire ce qu'on appelle la fatigue fournisseur. Donc on a des plateformes de transparence avec eux qui s'appellent Transparency One dans parfums et cosmétiques, par exemple, qu'on est en train de faire également dans la mode, pour embarquer ces fournisseurs et leur simplifier la vie. Et c'est comme ça qu'on va massifier et qu'on va avancer. Et puis, dernier exemple, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui est tout autant désirable, maintenant, il ne l'était pas avant, c'est celui de la réparation. La réparation, on se disait, oh là là, mon Dieu, on répare parce qu'il y a un problème qualité. Alors que la haute qualité, elle est au cœur de la valeur du luxe. Bon. Mais non, la réparation, c'est donner une deuxième vie, une troisième vie, c'est donner de la personnalisation, etc. Bon, comment fait-on ça ? Eh bien, on a des savoir-faire
pour réparer. C'est pas du tout les mêmes métiers que ceux du fer, hein, voilà. Et donc là, il faut des partenariats avec et encourager, par exemple, les écoles de la réparation. Donc en effet, tout se fait en écosystème. Et dernière chose, quand même, je peux me permettre aussi cette incise sur la communication. Évidemment, les égéries, évidemment, les nouveaux, d'ailleurs, influenceurs dédiés au développement durable, mais aussi l'ouverture des maisons. On a la communication des projets qui ont été d'ailleurs fondés par Antoine Arnaud, mais qui sont extrêmement intéressants. On vous invitera d'ailleurs aux prochaines, qui sont les maisons particulières, où on ouvre les maisons pour faire découvrir les savoir-faire qu'il y a derrière. Et c'est comme ça qu'on donne envie, pour reboucler avec votre première question. C'est une autre façon de faire des alliances un peu émotionnelles, au fond, avec le consommateur. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et c'est vrai que vous évoquiez cette approche que vous avez avec le fait d'ouvrir les maisons, qui a aussi un volet éducatif. Et on va finir sur ce sujet, parce qu'on sait que pour faire changer durablement quelque part les comportements, ça suppose de prendre le sujet en amont et d'agir en amont. Quel rôle joue aujourd'hui l'éducation, la formation, ou aussi la culture, justement, dans la transformation des usages, et par quoi est-ce qu'il faut commencer Andréane. Alors, c'est sûr que moi, je vais prêcher ma paroisse oui, je sais. sur C'est pour ça que je commence par vous. l'éducation, évidemment. Alors, évidemment, donc, nous, notre mission à l'Institut français de la mode, c'est former les futurs professionnels, mais moi, je crois fondamentalement, et c'est ce qu'on fait, on sort aussi de nos murs. Et pour moi, de former les nouvelles générations, et là, c'est vrai qu'on a porté un projet de loi au Sénat sur le sujet pour rendre l'éducation de la mode durable obligatoire dans les écoles primaires en France. Pour moi, c'est essentiel, et on a développé différents ateliers, on a développé un jeu de cartes de mode que je pourrais vous partager, et qui est un jeu désirable. Hein. On n'a surtout pas voulu faire un jeu de mode durable, enfin c'était un jeu de mode désirable, mais je dis souvent, on fait de l'inception, on plante des graines pour faire en sorte que finalement, la réparation, comme Hélène, tu le dis, c'est une carte bonus, c'est une carte qui remplace, et là, c'est positif. Et en fait, de former les enfants, c'est un enfant formé, c'est 7 adultes formés. Et là, je peux vous le dire, parce que moi, j'avais les parents, parce que, évidemment, j'ai testé aussi dans l'école de mes enfants, mais on a testé avec des centaines d'enfants en Île-de-France. Les parents me disaient, mais alors là, j'ai eu les commentaires hier soir, maintenant il faut que je prenne tous les t-shirts pour faire des bracelets et des porte-clés. Et ça, c'est les parents, c'est les grands-parents, et de revenir, pour moi, enfin, et dans plein de pays encore en hémisphère sud, les cours de couture, ça arrive très jeune, tout le monde sait coudre. Donc le rapport aux vêtements est très différent. Et pour moi, il est essentiel aussi de revenir sur ces savoir-faire dès le jeune âge pour créer les réflexes et cette relation à la matière, cette relation au produit et cet attachement pour que la longévité devienne désirable finalement. On arrive à la fin de notre timing. Je voulais juste quand même vous laisser rapidement peut-être nous partager un exemple, Barbara et Hélène, sur comment est-ce que vous accompagnez ce sujet d'éducation, de transformation en interne, à l'externe. Un exemple concret chacune. Moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a la voix des marques quand même, et sur cette éducation, et je reviens sur nos fontaines à parfum, parce que vous pouvez aussi recharger grâce à des fontaines. Donc là, on n'a même plus de recharge. Vous pouvez direct, Mugler, par exemple, est très en avance. Donc nous, on passe vraiment par ces territoires de marque, et on a différents territoires de marque, des territoires de marque luxe ou accessibles. Donc nous, on va jouer, évidemment, j'ai parlé de l'interne et toutes ces formations, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais par rapport aux consommateurs et à vous qui en êtes aujourd'hui, qui nous écoutez, c'est aussi la voix des marques et la façon dont elles vont arriver à faire de la pédagogie tout en respectant leur territoire de marque, le plaisir qu'elles donnent et la cohérence du discours qu'elles diffusent. Donc nous, c'est quand même un élément très important, cette communication qu'on n'appelle pas forcément responsable. Pour nous, elle doit s'intégrer finalement dans le quotidien et dans les nouveaux gestes de beauté de nos produits. Et je pense que c'est ça le grand enjeu et le rêve qu'on a, c'est que demain, que le consommateur considère qu'en fait, j'espère bientôt, un flacon de parfum jetable, c'est totalement obsolète. Ça fait plus aucun sens. Et donc c'est ça aussi qu'on souhaite porter pour le futur. Hélène ? Oui,
Très rapidement, je pense que sur cette question de la formation, ce qui est capital, c'est justement de passer de la sensibilisation à la formation, c'est-à-dire à l'acquisition des compétences. Et donc les partenariats dans des groupes comme le mien, avec les RH, sont absolument essentiels parce qu'il faut prévoir les emplois dont on a besoin pour justement mettre en marche à tous les niveaux cette durabilité. Ça se prévoit, ça. Donc on a créé quelque chose qui s'appelle la Life Academy, qui en plus permet des reconnexions avec la nature, parce qu'il y a des formations en présentiel qui sont situées à 3/4 d'heure de Paris, dans l'association de Yann Arthus Bertrand. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'être en capacité d'ouvrir ces formations à tous nos publics. Je disais tout à l'heure aux fournisseurs, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc on leur apporte des contenus, on construit d'ailleurs les contenus avec eux, et vraiment ça crée franchement de la transformation visible assez rapidement. Et je finis avec vous, Luciana. Avec Time to Act, vous éduquez, vous faites de l'éducation auprès de la Gen Z sur justement notamment la mode pour les accompagner et qui comprennent tout le processus. Voilà, c'est aussi une des fonctions de Time to Act, de faire de l'éducation. Oui, pourquoi? Il marche, on vous entend. Marche? Merci. L'éducation, l'information, c'est très important parce que je sens que beaucoup de consommateurs ils ne savent pas qu'ils achètent. Et c'est ça le problème. Et je pense que conscientement, rien de personne veut promouvoir la destruction et l'exploration. Alors, c'est très important d'avoir la conscience. Mais vous devez avoir la conscience à travers de l'information, l'éducation. Et c'est très important d'éduquer. C'est ça, et je pense que à travers le film et l'exhibition d'art, c'est ça que nous faisons. Et j'ai une forme positive pour donner les pouvoirs à le consommateur. Parce que quand le consommateur il se sent qu'il savait, qu'il comprendre ce n'est pas bien de jeter un parfum, qu'il y a d'autres options pour la planète, ils font des changements. Et ils sentent le désir de faire le changement. Et c'est à travers de ça que les consommateurs peuvent se connecter avec les marques. C'est pour ça que l'éducation, c'est essentiel. Merci beaucoup. Merci à toutes les quatre. Merci à notre panel 100% féminin pour mon plus grand plaisir.